Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet IAPR. Donc, c'est un nouveau direct sur le sujet de l'exposition des représentants des salariés au RPS, aux facteurs de RPS et surtout au-delà de voir les expositions, c'est de voir comment on peut se donner les moyens de réduire ces facteurs d'exposition et d'améliorer les conditions d'exercice du mandat pour les élus. C'est un vrai sujet. Ce n'est pas la première fois qu'on l'aborde que Miroir Social l'aborde, notamment avec IAPR. On l'a déjà fait avec IAPR. J'ose pas dire que c'est un puissant fond, mais quelque part, le sujet, il est majeur et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et malheureusement, les choses progressent. Enfin, les signaux d'amélioration sont difficiles à appréhender et c'est un vrai sujet qui doit être partagé entre. Il y a une responsabilité intrinsèque des élus, hein, on va le voir, mais également par les directions qui ont une responsabilité bien entendu dans l'histoire. Et voilà. Donc on repose le sujet ce matin grâce à IAPR qui est représenté ici par Fanny Bigot. Toi, Fanny, tu accompagnes, tu supervises toute la partie accompagnement chez IAPR. Donc, merci à toi. Et on a la chance d'avoir 3 témoignages ce matin. Et je parlais de la responsabilité de l'employeur. Et c'est merci Nathalie. Nathalie Crouza, toi, tu es responsable dialogue social et prévention des risques à la RATP sur un périmètre bus, le périmètre bus, et dans un contexte majeur de transition, c'est-à-dire le passage à la concurrence. Et le titre que tu as, c'est une création de poste. Le titre que tu as dialogue social et prévention des risques, tu pourras l'étayer. C'est quand même assez rare de voir cette double casquette et cette façon de nommer un poste. Et donc, c'est très intéressant. Et merci à toi. Tu vas pouvoir étayer comment l'employeur est capable d'appréhender l'exposition de ses représentants des salariés à des risques et comment il se donne les moyens de les mettre dans les meilleures conditions pour exercer leur mandat dans un contexte de changement majeur. Voire historique, et tu pourras mieux le préciser que moi. Charles Shiver, toi, tu es secrétaire du CSE de France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, c'est 1500 salariés sur son site, on y reviendra. Tu étais déjà intervenu sur un précédent direct et tu nous parleras un peu de la situation pas facile du côté de ton CSE et où on en est et comment ça pourrait évoluer et les facteurs de risque qui sont sous-jacents. Frédéric Ray, toi, tu es sociologue au CNAM, tu es professeur au CNAM et tu es également chercheur et tu es porteur d'un projet qui s'appelle Syndicaire, un projet qui couvre France, Québec et Royaume-Uni, hein, et sur le sujet qui nous concerne ce matin, l'exposition des représentants des salariés au RPS sur les secteurs santé et transport. Mais tu le préciseras là encore mieux que moi. Vous êtes nombreux dans la salle. Bonjour à vous. Merci de votre présence. C'est le premier direct estival de Miroir Social et le dernier. Après, ça sera la trêve estivale pour Miroir. On prendra pleine balle début septembre. Bienvenue à vous. Profitez-en pour partager un peu vos retours d'expérience et surtout au-delà des constats. Peut-être, bien sûr, vous pouvez partager, vous faites ce que vous voulez dans le chat, hein, mais partagez vos constats, mais aussi, c'est l'occasion aussi de partager peut-être des leviers que vous avez pu activer qui ont pu permettre de réduire ces facteurs d'exposition. Parfois, c'est simplement du bon sens, parfois, c'est aussi simplement se parler. Enfin, bon, bref, c'est pas forcément sortir des postures, bref, plein de choses. Et donc, n'hésitez pas à partager un peu vos retours dans la salle, des retours sur lesquels nos intervenants pourront rebondir. On a perdu Frédéric, mais il va revenir. Voilà.
Et le voilà de retour. Bon, parfait. Je ne vais pas être plus long. Je vais te passer la parole, Fanny. Alors, Fanny, IAPR, vous êtes donc un cabinet qui fait de l'accompagnement psychologique, et pas, enfin, oui, de l'accompagnement psychologique avant tout. Et donc, vous mettez en place des permanences sur site, des lignes d'écoute. Et notamment, sur ces lignes d'écoute, vous avez, vous avez la caractéristique de différencier les lignes d'écoute adressées aux salariés au sens large et les lignes d'écoute adressées aux managers. Pour autant, vous ne fléchez pas une ligne d'écoute sur les représentants des salariés. Quand même, vous partagez le constat que quand même, ils sont bien exposés. Tu auras bien l'occasion de le dire. Mais pourquoi il n'y a pas vraiment un numéro spécial Oui, dédié à toi? ça pourrait. Alors, ça dépend, je te dirais, parce que c'est les lignes d'écoute qu'on appelle encadrant. Et encadrant, chaque entreprise y met ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est des lignes qui permettent de signaler des situations ou des personnes qui sont en situation difficile ou des gestions de crise, par exemple. Du coup, libre à l'entreprise de choisir si elle autorise les représentants du personnel à déclencher cette ligne ou pas. Donc, on a des entreprises, elles sont rares, qui autorisent les représentants du personnel à déclencher cette ligne. Mais autrement, quand il s'agit spécifiquement de se faire accompagner pour soi, les représentants du personnel nous appellent sur le numéro vert destiné aux salariés bénéficiaires. Alors, Que je te dire de partage. plus? Oui. Excuse-moi, ouais, bah, bah, pour autant, comme tu me disais, IAPR, par rapport à ce que vous faites, vous êtes régulièrement en contact avec des représentants des salariés dans le Oui. cadre des CSE, dans le cadre des groupes de travail qui, on le verra avec le témoignage de Nathalie, dans le cadre de groupes de travail pluridisciplinaires mis en place où vous êtes présent dans les permanences sur site. Et donc, tu me disais, et après, vraiment, je te laisse partir, tu me disais que souvent, il y avait des représentants du personnel qui venaient vous voir et qui tournaient autour du pot, qui vous posaient des questions, mais en fait, sans dire clairement que c'était en fait la question qu'ils posaient les concernait. Là, ça pose le sujet de prendre soin de soi avant pour mieux prendre soin des autres. Et donc ça, je te laisse Exactement. partir là-dessus. Exactement. Alors, il existe quand même, je le précise, des dispositifs, ils sont plutôt à la marge, mais des dispositifs qui sont à destination des salariés représentants du personnel, notamment des analyses de pratique pour représentants du personnel. Ça existe et c'est plutôt très bienvenu, puisque les représentants du personnel, pour beaucoup d'entre eux, écoutent leurs collègues, mais ne sont pas équipés pour écouter. Donc, c'est un peu comme une infirmière qui n'est pas sa blouse blanche pour aller travailler et qui se retrouve éclaboussée toute la journée à force d'écouter des personnes. Donc, ça, c'est des pratiques qui se développent vraiment très, très lentement, mais il y a des initiatives, il y a même des formations qui ont été proposées. Il y a une initiative, par exemple, à la CFE-CGC qui a été faite au niveau de la branche énergie, qui propose une formation spécifique à l'écoute pour ces représentants du personnel. Donc, tu vois, il y a quand même des choses qui se font, mais ça se fait à la marge, ça se fait en fonction de la culture ou du syndicat ou de l'entreprise ou à l'initiative de certains représentants qui challengent leur entreprise pour se faire accompagner également. Je sais que c'est le cas, par exemple, chez Accor, où ils ont vraiment challengé beaucoup leur entreprise pour pouvoir avoir un accompagnement spécifique pour les représentants du personnel. Et puis, pour ce qui est des représentants qui nous contactent en tournant autour du pot, c'est un petit peu le jeu, je pense. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord là pour les autres, ils sont dans leur rôle. Et puis, comme on dit, alors il arrive qu'on leur dise, bon, on va dire au revoir aux représentants et on va dire bonjour à monsieur machin, ou madame machin, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un poids qui pèse par rapport à certaines situations, certains vécus. Il faut dire que des salariés rapportent des éléments qui parfois sont particulièrement traumatiques ou difficiles à porter, et il faut avoir un sas d'évacuation pour ça. Donc ça, c'est important. Là, il y a des initiatives, je pense que Nathalie va en parler, pour la PSSM, par exemple, la formation en premier secours en santé mentale, qui sont évidemment une excellente initiative de sensibilisation aux problématiques de santé mentale, mais qui n'apporte pas le petit module supplémentaire qui est comment on fait pour écouter et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend.
Voilà, c'est abordé rapidement, mais on ne peut pas demander à un module de tout porter en quelques heures. Hein. Donc, ce petit module-là, je pense qu'il est important à envisager. Entendu. Alors, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son. Je pense que ça vient de votre côté, parce qu'a priori, vous nous entendez dans la salle? Je pense que c'est… Si vous Alors, pouvez… c'est qui n'est pas entendu du coup? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, a priori. Donc, Claude, Leïla, c'est dans vos paramétrages à regarder, mais a priori, ça fonctionne de l'autre côté. Merci pour les petits pouces, c'est parfait. Avant d'enchaîner, Fanny, j'ai mis en lien, vous avez, IAPR, vous avez diffusé une série de webinaires dans le cadre de la semaine de la QVCT, et notamment celui du 15 juin dernier, où c'était prendre soin de soi. Alors, ce n'est pas fléché du tout sur les élus, mais ça peut intéresser, vous, dans la salle, de voir à quoi ça ressemble et de vous voir l'intérêt de prendre peut-être un peu de temps pour ça et de s'écouter pour mieux écouter. Et donc, n'hésitez pas à profiter de cette ressource. Fanny, dans les facteurs d'exposition, il y a des situations qui sont particulières, notamment celle des restructurations ou des PSE. Et en quoi? Parce que Oasis fait partie d'un groupe, du groupe Oasis & Compagnie, notamment, pas notamment. IAPR fait partie d'Oasis, oui, tout à fait. Voilà, IAPR fait partie d'Oasis. Et Oasis, une de ses caractéristiques, un de ses cœurs d'activité historique, c'est l'accompagnement des restructurations, et l'accompagnement des cellules de reclassement. Et dans ce cadre-là, dans la situation actuelle, c'était le sujet d'ailleurs du direct de mardi dernier, où c'était la difficulté pour les élus, comment les élus étaient en capacité d'anticiper des défaillances économiques, donc des mises en redressement judiciaire et des liquidations. Et la difficulté que c'était pour les élus d'être dans ces situations-là, parce que comment on ne fait pas l'autruche, c'est facile à dire pour moi de le dire comme ça, mais quand on voit que la situation économique se dégrade, comment on met la pression pour que l'employeur soit transparent, mais ensuite comment on a des injonctions contradictoires de confidentialité par rapport aux salariés, on ne peut pas dire la réalité de la situation, à quel moment on peut le dire, etc. etc. Bon, bref, on en prend par tous les côtés et les élus sont bien, on est bien dans un facteur d'exposition. Et voilà, comment vous l'appréhendez, IAPR? Alors, le facteur d'exposition, il y en a de nombreux, tu en as abordé certains, mais il y en a qu'il faut rappeler qui sont basiques. C'est que déjà, les représentants du personnel ont déjà des problématiques de charge de travail avec le fait d'exercer leur travail, quand ils continuent à exercer leur travail, par exemple, et qu'ils ont leur mandat à gérer aussi. Pendant un conflit social, un PSE, la charge de travail est plutôt redoutable. Donc ça, c'est un facteur qui est très, très fort. Il y a un autre facteur qui s'accroît. Donc, c'est des facteurs qui sont déjà présents d'habitude, mais qui prennent, comme dans un miroir grossissant, une ampleur vraiment importante pendant ces situations-là. Beaucoup d'exigences émotionnelles. Ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Ils font un peu le levier entre la direction, les salariés, c'est ce que tu disais, avec l'injonction paradoxale dans laquelle ils se trouvent. Et puis, au niveau des émotions, ils entendent toutes celles de leurs collègues, mais ils ont les leurs aussi. Donc, ce n'est pas forcément simple. Parfois, ils entendent aussi, par empathie, celles de certains membres de la direction quand le conflit est tolérable, etc., etc. Et puis, donc, ces tensions avec la direction qui peuvent accroître la situation. Puis moi, je dirais, il y a aussi très souvent, et c'est peut-être le plus difficile, c'est le conflit de loyauté. Et si je vous les mentionne comme ça, c'est que souvent, quand on accompagne les représentants du personnel, on les aide à distinguer déjà quels sont les facteurs qui les agressent. Parce que sinon, on a juste l'impression d'être dans une boule de feu et on ne sait pas par quel morceau prendre les choses. Et en fait, pour s'attaquer aux facteurs de RPS, il faut les identifier. Ça, c'est vraiment le premier levier important. Et le facteur le plus redoutable, je pense, c'est le conflit de loyauté. C'est-à-dire que les collaborateurs, les IRP, pendant la négociation, vont faire des pas en avant, des pas en arrière pour faire avancer le dialogue. Et malheureusement, parfois, ils sont obligés de prendre des décisions qui ne sont pas partagées par tous.
Et là, la loyauté est vraiment mise en question. Donc ça, c'est un facteur qui est extrêmement difficile. On a eu des exemples parfois de situations où les salariés se retournaient contre leurs représentants du personnel. Moi, je me rappelle le Continental, quand il y a eu ce fort conflit de loyauté lié à une première négociation où les syndicats avaient fait un pas vers la direction pour sauver l'entreprise. Et puis finalement, un an après, on est allé en arrière. Les représentants du personnel qui avaient participé à cette négociation étaient dans un conflit de loyauté gigantesque et les salariés leur en ont énormément voulu. Donc ça, c'est des choses qui peuvent laisser des traces importantes. Donc, je dirais identifier les facteurs, identifier les émotions qu'ils génèrent. Quand on parle de conflit de loyauté, quand on parle d'exigence émotionnelle, on a beaucoup d'émotions qui sont en jeu. Et les émotions, c'est ce qui fait qu'on a le plus de mal à contrôler son état de stress. Donc, identifier ses émotions, apaiser ses émotions, ça peut en passer. On recommande très souvent des outils simplissimes comme la cohérence cardiaque, par exemple, pour rediminuer le niveau de contrôle. Parce que si on enlève le niveau émotionnel, après, on arrive dans un niveau cognitif où on arrive à réfléchir. Donc ça, c'est des conseils qu'on donne assez régulièrement. Et puis, il y a un dernier facteur auquel, malheureusement, ni les représentants, ni les salariés, ni la direction n'ont la main au moment du conflit, c'est l'incertitude sur l'avenir qui fait qu'on a une sorte de voile qui pèse sur les salariés et sur les IRP. Là, ça en passe par essayer de faire des exercices de projection dans le futur. Mais il faut déjà poser ses bagages sur ce qui est difficile avant de commencer à se projeter. Ok, parfait. Mais dans quel cadre, excuse-moi, là, je permets une relance, là. Dans quel cadre vous faites ça? Il y a l'accompagnement individuel que vous faites, il y a la formation, je vais partager une ressource là-dessus, mais c'est quoi les leviers sur lesquels vous êtes capable d'agir? L'individuel, le collectif, la formation? C'est comment ça s'articule tout ça C'est au à niveau de l'IAPR? tous les niveaux. En fait, au niveau de l'IAPR, on est structuré en trois pôles, on va dire prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qui se fait en diagnostic, conseil, etc. Prévention secondaire, c'est plutôt ce qui relève de la formation. Et là, je vois les éléments sur la formation qui apparaissent. Et puis, prévention tertiaire, c'est l'accompagnement. De mon côté, j'œuvre plutôt sur le volet accompagnement et parfois un petit peu sur le volet formation. Mais du coup, c'est à tous les niveaux qu'on peut intervenir. Par exemple, les représentants du personnel, très souvent, quand on lance un plan social, ont une formation de sensibilisation aux risques psychosociaux pour ce contexte-là. Donc, dans ce contexte, ils vont rencontrer les psychologues du travail avec lesquels ils vont échanger, qui vont aussi leur donner des conseils pour se préserver pendant la durée du processus. Quand on est après avec l'équipe des psychologues cliniciens, les psychologues cliniciens se déplacent sur site auprès des salariés. Nathalie connaît ce processus-là. Donc, les psychologues vont au contact des salariés. Très souvent, on recommande même qu'ils puissent aller soit sur les postes de travail, soit au moins au minimum sur les lieux de pause pour avoir un contact informel avec les salariés et lier des liens de base au départ humain à humain avec les salariés pour petit à petit leur donner l'idée que peut-être ils peuvent consulter. Et quand je dis les salariés, les représentants du personnel sont des salariés comme les autres pour nous et ils vont du coup avoir ce contact possible. Donc c'est en gros les deux formes qui se présentent. Parfait, Fanny. Il y a un point, tu parlais de loyauté, mais aussi, quand on a cadré l'entretien, tu parlais aussi de réciprocité des engagements. Et c'est le cas continental, c'est-à-dire que la direction qui joue l'entourloupe, quoi, et qui met en porte-à-faux les élus, quoi. Pour toi, il doit y avoir une réciprocité dans les deux sens, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que s'il n'y a pas réciprocité, il n'y a pas le sentiment de loyauté et du coup, c'est ça qui crée ce conflit de loyauté, en partie le conflit de loyauté. Donc, du coup, c'est important effectivement qu'il puisse y avoir la réciprocité dans toute relation humaine. Je pense que c'est une base qui, quand elle est omise, fait qu'il y a quelqu'un qui se sent lésé. Et dans une relation, se sentir lésé, c'est jamais évident de faire face ensuite. Ok, merci beaucoup Fanny. Écoute, je vais passer la parole à Nathalie, à moins que tu veuilles, tu as d'autres points à apporter, et puis sinon, tu sens-toi à l'aise pour rebondir. Eh bien, je vais me sentir à l'aise alors, merci. Merci à toi Fanny. Nathalie, alors, donc toi,
tu es donc responsable de dialogue social et prévention des risques à la RATP. D'ailleurs, il y a des liens historiques. On a compris que IAPR intervenait, et tu pourras préciser dans quel cadre à la RATP. Il y a une relation historique entre IAPR et la RATP. On ne va pas refaire l'histoire, ça date de il y a longtemps, mais voilà. Nathalie, dans le cadre quand on a cadré ensemble, donc je te remercie à nouveau d'accepter d'intervenir. Et quand on a cadré, tu m'expliquais que, je me permets de te tutoyer, excuse-moi, on n'avait pas préparé avant, mais comme je tutoie tout le monde, pas de problème. Voilà, merci à toi. Et tu me disais que ce passage à la concurrence, c'était c'est un chantier exceptionnel, c'est 18 000 agents qui passent à la concurrence, et tu vas bien le préciser, mais avant tout, tu disais, c'est une décision qui s'est subie à la fois par la direction. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix de la direction de la RATP. Et donc, c'est une décision subie par la direction avec des conséquences majeures pour les agents et leurs représentants des salariés, mais donc tout le monde dans le même bateau, entre guillemets. Et donc, dans quel est le contexte? Et déjà, pour présenter un peu le contexte et les enjeux que ça recouvre et comment vous identifiez la problématique des RPS pour les élus du réseau bus. À toi. Merci Rodolphe. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais juste revenir un tout petit peu en arrière sur le contexte. L'ouverture à la concurrence du réseau bus de la RATP, elle a été décidée en 2007 dans un règlement européen qui a ensuite été transposé donc, en droit français par la loi ORTF de 2009. Et ensuite, plus précisément, donc, cette loi fixe le calendrier. Et ensuite, c'est la LOM de 2019, donc 10 ans après, qui vient cadrer plus précisément les modalités de transfert. Donc, on est sur un contexte donc, qui s'impose à nous direction, à nous entreprises, et qui est inédit parce qu'il concerne un nombre de salariés extrêmement important, puisque on est sur effectivement 18 000 agents qui sont concernés. Le réseau de bus RATP, c'est le plus grand réseau urbain d'Europe. Je l'ai dit, des milliers de salariés, des millions de voyageurs, des centaines de lignes de bus. Et donc, cette ouverture à la concurrence, elle s'impose à nous. On n'est pas décideur. On est décideur vraiment de rien dans ce contexte. On a la loi qui s'impose à nous et puis on a notre autorité organisatrice, donc Île-de-France Mobilité, qui a découpé le réseau de bus en 13 délégations de services publics. Donc, IDFM a choisi de ne pas découper selon nos périmètres de centre-bus, mais de découper autrement. Suite à des travaux qui ont été menés en interne, nous avons expliqué, constaté qu'il n'était pas possible de procéder à cette ouverture à la concurrence en une seule nuit, comme c'était prévu, puisqu'à la base, la loi prévoyait que dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, le réseau de bus en entier basculait chez les différents repreneurs. Donc, on passait d'une situation de monopole, donc d'opérateurs intégrés, à une multitude de délégations de services publics, d'opérateurs différents. Enfin, voilà. Et ça, en fait, on a démontré avec des analyses à l'appui que ce n'était pas possible. Donc, la loi a été modifiée. Et donc, c'est en décembre 2023 qu'on a enfin le mécanisme qui va être celui qui a lieu en ce moment, qui se déroule en ce moment, d'ouverture à la concurrence. Et cette loi, elle a été complétée par des décrets en juin 2024. Donc, en fait, moi, je suis arrivée le poste a été créé fin 2022. Et donc, on a travaillé en fait sur différentes hypothèses. Et vous voyez, les informations, elles ont beaucoup changé. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de... ça participe aussi de l'ampleur et de l'ampleur du chantier. Ça a été l'évolution législative et réglementaire du cadre qui s'impose à nous et que nous devons faire connaître à nos salariés et à nos représentants du personnel. On a également le chantier est inédit par sa complexité sociale, puisque nos salariés, qui sont aujourd'hui sous statut RATP, donc on est un EPIC, sont transférés et vont passer sous un régime de droit privé.
Donc, quelle protection pour les salariés. Il y a tout cet aspect donc, de la protection sociale, de la garantie de l'emploi, du régime de retraite, donc tous ces sujets-là à traiter. Donc, en matière RH, c'est aussi un projet inédit. Et puis, évidemment, un projet qui vient bousculer l'identité des agents de la RATP, enfin des salariés comme des représentants du personnel. On est sur une entreprise dans laquelle il y a beaucoup d'histoires, chargées d'histoires, y compris d'histoires familiales auprès de nos salariés, des représentants. Donc un enjeu identitaire vraiment majeur. Et une transformation évidemment profonde de l'entreprise pour pouvoir continuer malgré tout. Ok. On en est où là? Donc, il y a les transferts qui ont déjà été effectués. Ça se termine quand? Alors, ça a commencé, les premiers transferts ont eu lieu le 1er novembre 2025. En tout, le calendrier a été échelonné, donc on n'est plus sur la nuit magique, on est sur 5 vagues. Donc, 1er novembre 2025, la première vague, ensuite le 1er mars, le 1er mai 2026. Et donc là, on a eu 3 vagues qui ont été réalisées. Donc, 9 364 agents ont été transférés donc, chez les opérateurs privés. Ça représente aussi plus de 2600 bus, 25 gares routières et 99 EVB, les espaces de vie bus, parce qu'il y a aussi tout l'aspect infrastructure dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi de grande ampleur. Donc, on est au milieu du gué. Il nous reste encore 2 vagues, le 1er août 2026 et le 1er novembre 2026. Ok. Alors, donc, changement majeur, ça bouge. Et donc, les élus, les représentants des salariés du réseau bus, il y a 2 CSE qui sont concernés, CSE1, CSE2, il y en a un gros, un plus petit, je résume ma sauce. Et dans ce cadre-là, comment vous avez identifié l'exposition au risque, et notamment celui de, et tu l'as dit, comment la priorité principale pour vous, ça a été de permettre aux représentants des salariés d'avoir le maximum d'infos, en fait, de devenir des sachants, des experts du sujet pour pouvoir répondre au mieux. C'est ça la priorité 1 que vous avez, et un facteur de protection en soi. Exactement. Il était indispensable d'outiller, de former les représentants du personnel, puisque vous l'avez vu, c'est un contexte réglementaire particulier, c'est très technique. Et évidemment, dans ce contexte, les représentants du personnel sont en première ligne. Et donc, dans les facteurs de risque, ils sont sursollicités par les agents, des demandes individuelles comme collectives. Ils sont en permanence soumis aux questions des agents qui sont très inquiets et qui ont besoin d'avoir des réponses quasi immédiates. Donc, il était indispensable et impératif de pouvoir donner ces informations aux représentants du personnel en amont. Enfin, ce n'est pas que donner de l'information descendante, c'est vraiment expliquer tout le contexte, tout le dispositif. Il était aussi important de permettre aux représentants du personnel de gérer, à travers ces informations, leur propre incertitude, puisque dans les facteurs d'exposition, on a la sursollicitation, donc la charge de travail, pour faire écho aussi à ce que disait Fanny tout à l'heure, la gestion de l'incertitude de l'avenir pour les représentants du personnel, quid de leur mandat post-transfert, quid de leur poste, de leur fonction, de la protection qu'ils ont et ce qu'ils l'auront après. Enfin, il y a eu tous ces sujets. Position d'interface, puisque les représentants du personnel sont à l'interface entre la direction, les agents et puis les repreneurs. Alors, pas tout de suite, mais dans le temps, il y avait aussi cet autre acteur. Et puis, avec Île-de-France Mobilité. Donc, pour pouvoir discuter avec tous ces acteurs, il faut qu'ils aient les informations. Et puis, Fanny le disait aussi tout à l'heure, la charge émotionnelle, évidemment, les représentants du personnel sont en première ligne. Ils font face à l'anxiété, à la colère, à l'angoisse des agents, puisque on a mis en place un baromètre social qui nous a permis de mesurer, d'objectiver
cette colère, cette angoisse, on a eu un très très fort sentiment de trahison de la part des salariés. Et donc, les représentants du personnel, ils sont vraiment en première ligne, comme les managers aussi. Hein. Mais voilà, donc tout ça, pour les représentants du personnel, c'est lourd. Et donc, évidemment, ils sont exposés à l'épuisement et puis à la perte de sens aussi du fait de cet épuisement. Entendu. Alors, il y a un point qui est important. Tu as parlé du baromètre du climat social. Et ce qui est important, vous vous donnez les moyens, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, de partager les réponses de façon fine avec les représentants des salariés. Souvent, dans beaucoup d'entreprises, les représentants des salariés ont simplement une synthèse générale et non pas les réponses au plus près du terrain, etc. Ça, vous le partagez. C'est bien ça, hein? Oui. Ouais. Depuis 2022, on a organisé chaque année un baromètre social. Donc, au départ, il était très, très dense. On avait à peu près 80 questions. Donc, c'était un baromètre en deux parties. Une partie sur la QVCT et une partie sur l'ouverture à la concurrence, sur la transition, pour mesurer le ressenti des agents par rapport à cette ouverture à la concurrence. Et donc, systématiquement, on partage les résultats du baromètre alors en CSSCT au départ, et ensuite on a créé une commission dédiée. Donc ensuite, on a partagé les résultats avec cette commission dédiée, avec le groupe de travail pluridisciplinaire qu'on a mis en place. Donc en fait, on fait venir le prestataire, l'expert avec lequel on travaille sur la démarche de baromètre social, qui vient restituer les résultats aux représentants du personnel. On a pu envoyer parfois, désolé pour eux, des centaines de pages de chiffres, parce que quand on a 18 centres bus et qu'on veut connaître finement le ressenti et l'évolution du ressenti des salariés, eh bien oui, il y a un moment, ça fait beaucoup, beaucoup de pages. On a fait plusieurs photos, on a déroulé le film. Donc ensuite, on compare avec les années précédentes. Donc on arrive après avec des informations qui sont extrêmement fournies, mais qu'on tient à partager vraiment en toute transparence avec les représentants du personnel, puisque une fois de plus, ils sont sur le terrain. Ils ont besoin de pouvoir aussi connaître, mesurer et bénéficier de ces informations pour pouvoir agir aussi et adapter leurs actions eux aussi. Ouais, et s'approprier les résultats. Ouais, et Ouais. Et alors, tu as parlé de la commission dédiée. Vous avez donc créé une commission ad hoc transition qui se réunit toutes les 6 semaines dans le cadre de l'instance, dans le cadre des 2 CSE. Non. Vas-y. T'étais pas loin. On a négocié un accord de méthode pour structurer le dialogue social dans le cadre donc, de cette ouverture à la concurrence. Donc, dans cet accord de méthode, on prévoit, il y a un aspect IRP et un aspect OS. Pour l'aspect organisation syndicale, donc on organise toutes les 6 semaines des audiences bilatérales avec chaque organisation syndicale représentative. L'objectif, c'est de partager de l'information, de croiser les regards, de préparer aussi les dossiers qui vont passer en infoconsulte devant les IRP. Voilà, on démine les sujets avec chaque organisation syndicale représentative. On a créé aussi donc 2 commissions ad hoc, une par périmètre de CSE. Ces commissions, elles regroupent uniquement pour le sujet de l'ouverture à la concurrence les attributions de la CSSCT et de la Comeco. Donc, en fait, elles vont préparer les avis pour les CSE. Donc, elles se réunissent, ces commissions ad hoc, uniquement en fonction du dialogue social, enfin des procédures d'information-consultation. Enfin, ça, c'était ce qu'on avait prévu dans l'accord de méthode. Et puis, finalement, on en a organisé plus que ça. Là, récemment, on a une commission ad hoc exceptionnelle parce que du fait des transferts et des départs de certains représentants du personnel, les commissions, en fait, elles se renouvellent à chaque vague de transferts. On peut avoir un renouvellement plus ou moins marqué des membres de ces commissions. Et donc là, on a eu un renouvellement assez fort puisque la dernière vague était assez dense. Et donc, on s'est dit que c'était important de remettre
à niveau les représentants du personnel sur l'ensemble des informations. Alors, je ne suis pas remontée au règlement européen de 2007 parce que ça aurait été trop pour eux, trop long. Mais par contre, c'était important de vraiment leur redonner toutes les informations pour qu'ils puissent, puisqu'ils sont maintenant identifiés comme commissaires ad hoc, transition, donc leur redonner de l'information. Donc voilà, donc ces commissions, elles se réunissent en fonction des dossiers et en fonction des besoins. Et puis, on a aussi mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire. Ça, il existait déjà avant l'accord de méthode. Donc, ce groupe de travail, il réunit des représentants opérationnels, donc des représentants métiers, des médecins du travail, des représentants du personnel, des représentants de la prévention, et puis des représentants du service social de l'entreprise. Et puis, on a Fanny qui intervient donc, pour l'IAPR. Donc, l'idée, c'est de faire, de croiser là aussi les regards. Chacun, dans son domaine, vient apporter son expertise sur les sujets d'actualité dans le contexte de l'ouverture à la concurrence. Alors c'est intéressant ce groupe de travail pluridisciplinaire que vous avez mis en place, parce que je reprends quand on en parlait, quand on a cadré ensemble, tu me disais c'est une réunion sans PV, et c'est tout l'intérêt du sans PV, c'est-à-dire on est là pour se parler, se dire les choses. Ça fonctionne, les gens, c'est vraiment, est-ce que ça permet de déminer et de mettre aussi les représentants des salariés, c'est le sujet de ce matin, en meilleures conditions pour pouvoir aussi faire se délester, ou alors aussi ou partager des problèmes qu'ils vivent dans le cadre de leur mandat, ou voilà. Ça, c'est une originalité quand même. Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, oui, ça fonctionne très bien, de mon point de vue. Mais j'ai aussi des retours des représentants du personnel qui sont très satisfaits de ce dispositif, et qui viennent. Ils sont très présents, très fidèles au rendez-vous. Oui, on se parle. L'idée, c'est moi qui prépare les réunions, hein, je pilote, j'anime. Personne n'a rien à faire. Parce que l'idée, c'est pas de créer une charge de travail supplémentaire, que ce soit pour les représentants métiers, les opérationnels, ou les représentants RH, ou les représentants du personnel. C'est chacun vient comme il est. Et ensuite, on échange. Moi, je prépare en fait les sujets d'actualité, donc pour partager de l'information. Et ensuite, l'idée, c'est de réagir au fil de l'eau. Et donc ça, à chaque fois, vraiment, on prend le temps d'échanger. Et comme il n'y a pas de PV, il n'y a pas de compte-rendu, moi, je prends des notes, parce que après, j'ai besoin d'apporter des réponses. Et puis moi aussi, de faire un retour, un retour d'expérience après chaque réunion en interne, parce qu'on a plein d'idées qui arrivent grâce à cette intelligence collective. Et donc, il n'y a pas de PV, donc il n'y a pas de positionnement. On peut vraiment échanger librement. Et puis, les représentants du personnel, notamment, aiment beaucoup ces réunions, parce qu'ils peuvent discuter avec Fanny. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion. En CSE, il n'y a pas ces rencontres. Et donc, c'est l'occasion de discuter, d'échanger, et d'avoir le regard de Fanny qui, souvent très à propos, vient apporter son éclairage, et on voit les choses différemment. On a eu des échanges sur ce qu'on fait en pleine conscience ou pas. On parlait des courriers que reçoivent nos agents, et on nous disait « mais non, les agents n'ont pas reçu les courriers ». On parlait d'un agent, et puis je regarde pendant la réunion, je fais des recherches, et je vois que si l'agent a bien reçu son courrier. Et là, Fanny nous dit « oui, mais quand on ne veut pas, quand on est sous le coup de l'émotion, on ne fait pas les choses en pleine conscience. Donc le courrier, effectivement, l'agent, il l'avait reçu, mais sous le coup de l'émotion, son courrier, il l'a posé ailleurs, ou il l'a ouvert, il l'a lu, mais il ne s'est pas approprié finalement le contenu. » Et donc ça permet à tout le monde de regarder autrement la situation.
Et donc ça, ce sont des échanges qui n'existeraient pas en dehors de ce groupe de travail pluridisciplinaire. Ouais, super. Ouais, non, très intéressant. Fanny, peut-être tu veux rebondir là-dessus sur comment toi, ton regard de psychologue sur comment fonctionne Oui, ce groupe. c'est vrai, c'est très intéressant d'en échanger de cette façon-là, parce que c'est pas forcément des choses sur lesquelles on s'est arrêté au moment où ça s'est produit. Moi, j'ai l'impression parfois de faire le poil à gratter dans le groupe, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons en fait d'interagir dans ce groupe. Il y a tous les moments informels, c'est ce que je vous disais déjà sur les permanences tout à l'heure aussi. Les moments informels ont une valeur en réalité qui est capitale, c'est qu'on se parle de personne à personne, d'humain à humain, et ça joue beaucoup. Et je voulais donner une illustration aussi de ce que disait Nathalie sur ce qui se passe dans ces groupes, c'est que la répartition, c'est-à-dire comment on s'assoit autour de la table, enfin des tables, c'est une grande salle avec des grandes tables, enfin voilà, a beaucoup changé au fil du temps. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait vraiment les représentants du personnel d'un côté, les médecins du travail de l'autre, et petit à petit, ça fond. Alors, ok, on a gardé un repérage géographique, mais sans arrêt, ça bouge. On va à la table de l'autre, etc. Il y a vraiment rien que par l'espace, on voit qu'il y a eu une appropriation du groupe. Ouais. Intéressant, merci Fanny. Nathalie, alors il y a un point. Alors, et donc, par rapport au sujet qui nous concerne, donc là, tu as bien exposé en quoi bien informer, que vos représentants des salariés soient à l'aise dans leur basket pour pouvoir répondre, soient également en capacité de pouvoir dire, exprimer, etc. Ce sont je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, ce sont des facteurs de réduction de RPS. Toi, tu la vois comment? Alors, est-ce qu'il y a des tensions entre les élus? Vous les voyez vu de ta fenêtre? Comment tu vois un peu le climat? Est-ce que tu as l'impression, on le verra un peu avec Charles, il y a et c'est vraiment malheureusement, on voit trop souvent des élus des conflits interpersonnels intra-syndicaux, intersyndicaux, etc. Et comment ça se passe, toi, vu de ta fenêtre? Alors, moi, vu de ma fenêtre, ça se passe bien. Je sais qu'en dehors de ma fenêtre, ça ne se passe pas bien. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions entre les représentants du personnel, parce qu'on il y a bientôt les élections, que les discussions avec les repreneurs sont pas faciles et peuvent aussi marquer cristalliser des tensions entre les organisations syndicales. Il y a beaucoup de tensions, je le sais, en CSE. Mais moi, dans mon instance de commission ad hoc ou de groupe de travail pluridisciplinaire, où je réunis donc plusieurs représentants de différentes familles, il n'y a pas de tension. Ou alors, elles sont vraiment très, très faibles. On a toujours un climat serein, des échanges sereins. Et donc, je me dis que finalement, ça doit être le sujet de l'ouverture à la concurrence qui sûrement dépasse les clivages habituels. Ouais, c'est un enjeu partagé. C'est ce que tu me disais quand on a cadré, c'est ça. Et là, ouais, ok, ouais, intéressant. Et est-ce que l'apport par exemple, je suis élu, de participer d'être informé correctement, d'avoir des billes, de pouvoir m'exprimer, etc. Ça, a priori, ça percole pas au niveau terrain, etc. Cette dynamique. Je me souviens là. Ouais. C'est pas sur le terrain, il va y avoir des tensions, mais sur d'autres sujets. Mais sur notre sujet de l'ouverture à la concurrence, alors je dis pas qu'il n'y a pas des tracts, on a obtenu ça, ils n'ont pas eu ça, mais ça vient pas parasiter en fait nos échanges sur le moment. Vraiment, on a des espaces on a un espace préservé. Ok. Tu en as parlé un peu, il y a un facteur de risque aussi, c'est que les représentants des salariés qui sont dans ces groupes, et qui disent que ça bouge, quand ils passent à la concurrence, et
c'est quoi le fait d'accepter, enfin que les repreneurs, parce qu'il y a quand même un historique syndical à la RATP, comment les repreneurs acceptent le fait syndical, le fait syndical avec les représentants des salariés, est-ce que ça induit, etc. Est-ce que ça, vous donnez les moyens de faire passer le message, enfin d'accompagner, et en quoi c'est un facteur de risque de savoir, en plus, et tu l'as également dit, je vais être transféré, je vais devoir de nouveau rentrer en campagne, mener des élections, etc., etc. Et dans quel cadre, peut-être moins facilitant, je ne dis pas que c'est facile à la RATP, mais peut-être dans un cadre en tout cas différent chez un repreneur. Alors, les repreneurs ont bien conscience de la nature du fait syndical à la RATP. Donc, ils sont, je pense qu'ils s'y préparent. Ils savent qu'ils doivent compter avec les représentants du personnel qui, par ailleurs, se positionnent en ressources. Pour certains, pas tous, parce qu'après, il y a aussi, avec certains repreneurs, les relations sont plus compliquées, donc il peut y avoir déjà des tensions. Mais on a aussi des représentants du personnel qui se positionnent en ressources pour le repreneur, pour lui expliquer comment ça se passe à la RATP et comment il faudrait que ça se passe chez lui pour que ça se passe bien. Évidemment. Nous, on explique aux repreneurs, en fait, je me suis servi du baromètre social, justement. Enfin, on a fait un baromètre par an, et là, depuis l'année dernière, on fait 2 baromètres par an. Enfin, tous les 6 mois, on fait un baromètre, mais alors là, on n'est plus sur 80 questions, on est sur 3 questions, donc on appelle ça le baromètre flash. L'idée, c'est vraiment de mesurer rapidement le ressenti des agents et leur inquiétude. Et on partage ces résultats, donc toujours avec les représentants du personnel, mais aussi avec le repreneur. Et c'est aussi l'occasion de dire aux repreneurs ce qu'on met en place pour nos agents et pour nos représentants du personnel. Pour dire aux repreneurs, fais attention, prends soin de nos agents, prends soin de nos représentants du personnel. Et donc, on a expliqué aux repreneurs ce qu'on avait mis en place, donc les formations prévention des risques psychosociaux en contexte de changement qu'on a proposé à nos représentants du personnel, la formation premier secours en santé mentale pour nos agents, pour nos représentants du personnel aussi, qui l'ont suivi et qui ont trouvé que c'était un outil formidable et indispensable. Donc, tout ce qu'on a mis en place, on en a informé le repreneur pour qu'il puisse s'en saisir et puis prendre le relais avec pour les agents et aussi pour les représentants du personnel qui sont vraiment très, très mobilisés dans ce contexte particulier. Ok. Alors, tu en as parlé de la formation premier secours en santé mentale, mais également, il y a une formation de prévention des RPS en contexte de changement. C'est ça que vous… Oui. Ouais. Alors, on a imaginé une formation prévention des RPS en contexte de changement. On n'a pas pris sur étagère, on l'a fait sur mesure. On a fait de la haute couture pour nos 18 000 salariés. Et pour les managers, l'idée, c'était vraiment d'adapter le contenu de la formation à notre contexte. On l'a rendu obligatoire pour les managers, d'ailleurs, cette première formation. Et dans un premier temps, l'idée, c'était de libérer la parole. Un atelier d'une demi-journée où on peut s'exprimer librement, sans jugement, entre pairs. Et ensuite, une journée où on structure l'identification des risques psychosociaux, les leviers, les ressources, etc. Et ensuite, on a mis en place un deuxième module qui s'appelle « Préserver ses ressources ». Parce que dans ce contexte très particulier, très, très sollicitant, il était important de dire aussi à nos représentants du personnel et à nos managers, préservez-vous. C'est la sagesse du personnel navigant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est d'abord, on met le masque et après, on peut aider les autres. C'est aussi le message qu'on passe à nos managers, à nos représentants du personnel, c'est prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, c'est pour ça qu'on met en place ces formations et qu'on leur propose. Et ils y sont allés. Très bien.
Écoute, merci beaucoup Nathalie pour ce riche témoignage. Je partage les résultats du sondage. Je vous ai même pas dit, mais vous avez déjà commencé à y répondre sans m'attendre, c'est très bien. Et donc on vous a proposé un petit sondage. Qui sont les plus exposés au RPS? Là déjà, il y a des premiers résultats et on va attendre un peu avant de les partager. Mais voilà, considérez-vous que porter un mandat soit un facteur de dégradation de votre santé au travail? Là, les résultats déjà qui tombent, 84% oui. Tensions interpersonnelles entre mandatés sont-elles fortes, faibles, modérées? Je vous invite à y répondre. Plus vous y répondez, ça permettra d'ambiancer et de prendre le pouls dans quelques minutes. Merci à toi, Nathalie. Je passe la parole. À moins que c'est bon par rapport à ce que tu voulais dire, tu voulais partager? C'est bon? On est bon? Oui, c'est bon, merci. Nickel. En tout cas, merci, génial. À toi, Charles. Alors, Charles, je te mets à l'écran. Donc, Charles Shiver, toi, tu es donc secrétaire du CSE de France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, association, 1500 salariés sur son site. Et ben déjà pour commencer, avant de rentrer dans la situation qui caractérise actuellement le CSE de France Terre d'Asile, c'est que tu me disais, déjà, en soi, d'avoir 1500 salariés sur son site, il y a un problématique d'isolement qui se pose pour les élus, enfin pour les salariés d'isolement, et en quoi déjà l'isolement, c'est un premier facteur de risque. On peut commencer par là peut-être? Ah oui, c'est clair. On a 120 dispositifs, pas loin de 100 établissements, 38 élus qui sont répartis donc à travers la France, et la quasi-totalité dans des bâtiments différents, répartis à travers la France. Donc, ce qui pose un premier problème, puisqu'il n'y a pas de pair physiquement accessible sur place, dans la plupart des cas. Donc, les échanges se font essentiellement par téléphone, par WhatsApp, par mail, suivant les affinités de chacun. Se pose également pour nous s'est posé une problématique. Nous avons été élus en 2023 et nous avons obtenu donc des décharges, euh, on va dire entre guillemets effectives pour les mandats, qui vont de 30% jusqu'à 100%. On a 5 personnes qui sont déchargées à 100% dans notre équipe de 38 élus, mais la majorité sont entre 30 et 50% de leur temps de travail déchargés. Donc, le souci, c'est que sur 34 élus de 2023, 8 seulement ont été reconduits, ce qui fait qu'on avait 26 élus nouveaux, dont la plupart n'avaient jamais eu d'expérience syndicale ou représentative. Donc, des gens qui se retrouvent isolés sur leur établissement avec un chef d'établissement directement, à devoir négocier leurs décharges et mettre en œuvre, prendre leurs heures. Pour toute personne qui a pris un mandat électif ou syndical, c'est un cap à passer qui n'est pas forcément évident, surtout quand on est isolé, qu'on doit dire à son directeur et à ses collègues, mais non, là, je prends mes heures, je ne suis pas disponible, quand bien même ça a été agréé par la grande direction. Donc là, déjà, d'emblée, il y a cet isolement. On a eu beaucoup de mal. Ça nous a pris énormément de temps d'obtenir les décharges, puisque on avait les entretiens de début de mandat à chaque fois qui étaient mis en place. Je dirais qu'il nous a fallu un an et demi, vraiment, pour avoir tous les entretiens réellement faits, parce qu'il y avait toujours un problème d'emploi du temps, de disponibilité des uns et des autres. Et c'est un premier facteur RPS, puisque en termes de coordination, je suis secrétaire du CSE. Donc, en termes de coordination, il est très difficile de pouvoir communiquer très facilement et directement avec les personnes sans se retrouver avec une multitude d'outils tels que WhatsApp, les messages. J'ai 3 boîtes Outlook professionnelles. Donc, en termes de gestion, les gens travaillent, ils ont des dossiers. Nous sommes dans le secteur social, donc ils ont des dossiers, ils travaillent pour leurs usagers, sont pas forcément disponibles. Quand ils rappellent, je suis peut-être pris, et je suis pas le seul, hein, d'autres également.
Donc, à chaque fois, ça apporte des délais. Toute démarche apporte des délais. Il y a une chose qui a été dite tout à l'heure par Fanny que j'ai trouvé extrêmement intéressante. C'est que du coup, les relations se créent surtout sur des temps qui sont officiels, sur les réunions du CSE, sur les préparatoires, parce que nous avons la chance d'avoir des journées supplémentaires de préparation aux réunions. Une journée de réunion de CSE fait l'objet d'une délégation de une journée, donc on peut se retrouver. Et là, très intéressant, c'est que en fait, une des choses qui nous manque, c'est justement ce rapport de personne à personne, sans enjeu, sans posture, qu'elle soit syndicale ou autre. C'est l'une des grosses difficultés que je vois. Et derrière également, une énorme difficulté à avoir les nouveaux partir sur des formations en dehors des formations obligatoires. Nous avons fait de formations obligatoires, mais derrière, en termes syndicaux, peu ont suivi de formation, peu ont le temps de prendre ces formations, puisque les décharges n'ont pas pu être effectives immédiatement. On reviendra dessus plus tard. Entendu, Euh, Charles. sur cet aspect-là, pour moi, c'est clair que c'est un véritable souci de coordination et vraiment de RPS pour tout le monde. Ok, alors on en arrive, tu parlais aussi, c'est important la difficulté à prendre ces décharges, à ces heures de délégation. Et le constat que tu fais actuellement au niveau du CSE, c'est que quand même, il y a une minorité d'élus qui font le boulot. Parce je reprends tes termes, assister à une réunion de l'instance, c'est pas faire le boulot, ça se prépare une réunion, au-delà même de la préparatoire. Tu parlais dans les temps cachés, etc. Enfin, arriver, c'est pas parce que je participe à une réunion que j'ai fait le boulot et que j'ai porté mon mandat. Donc, ça suffit pas. Et il y a un manque d'investissement du collectif des élus au niveau du CSE, de fait. Hein, il y en a, tout le monde ne porte pas le mandat comme il devrait elle devrait le porter. Toi, en tant que secrétaire, ça te met en quelle position? Ça surcharge ceux qui bossent, entre guillemets, et ça vous expose au fait de saturer et d'en récolter, pas les fruits, mais d'en payer le prix plutôt. À toi. Oui, il faut savoir que sur la dernière mandature, ils s'étaient retrouvés dans la même situation, c'est-à-dire que sur 34 élus, il n'en restait à peine qu'une dizaine qui avaient survécu en quelque sorte, et sur la dizaine, il y en avait une poignée qui faisaient le travail nécessaire en amont pour pouvoir préparer les dossiers, les avis, qui sont quand même assez conséquents. Quand on parle du Papri Pacte, qu'on parle de la situation économique, financière, c'est vraiment une masse de travail qu'il faut fournir. Et je constate que nous retrouvons à peu près dans la même situation à un an des élections à venir. Et donc cet engagement, on a vu déjà dans un premier temps, dès la première année, un désengagement de certains qui n'avaient pas pris la mesure de l'élection, donc qui ont un petit peu disparu en quelque sorte. Bon, c'est à peu près normal. Et petit à petit, dans les groupes des sections syndicales, en quelque sorte, certaines sections se sont véritablement investies, ont fait du travail, et les autres ont à peu près disparu. Mais la difficulté, encore une fois, c'est cette coordination, puisqu'on a des élus qui peuvent être aussi bien dans le Nord que à Bordeaux, qu'à Paris. Alors, on a quand même un segment fort d'élus qui sont sur l'Île-de-France, mais malgré tout, l'Île-de-France, c'est vaste. Hein. Quand on est à Melun, l'autre à Paris, donc la dispersion géographique fait qu'on a peu de lieux. Là, on a eu quelque chose d'assez particulier, puisqu'on a pu enfin, il y a un an, obtenir des locaux syndicaux. Donc, on a maintenant un bureau par section syndicale. Auparavant, on avait un seul local qui était CSE et syndicats confondus. Et pour l'instant, force est de constater que les élus ne sont pas complètement appropriés ces locaux qui sont très peu utilisés pour l'instant. Bon, ce qui est normal aussi, ça fait seulement un an.
mais il y a le problème d'accessibilité aux locaux. Et dans le processus, on se retrouve donc avec des gens qui se voient peu, qui se voient par visio, qui se voient occasionnellement ou dans des situations absolument formelles. Et en termes de préparation, disons que les heures de préparation, syndicalement parlant, c'est souvent associé à du bénévolat. Il y a cette espèce de mission, ce côté qu'on retrouve dans l'action sociale en plus, d'avoir la cape un peu de Superman, de vouloir toujours aider l'autre. Mais se pose aussi derrière la question, c'est qui est là pour les élus? Comment sont déterminées les charges? Qui évalue les charges? Qui peut clarifier les rôles? Qui peut sécuriser l'environnement de travail institutionnel? Comment est-ce qu'on se répartit la charge? Donc ça demande une cohésion très très forte, de mon point de vue, et qui est très difficile à mettre en œuvre à distance, en réalité. Les outils de vidéo ne sont pas suffisants. La présence physique, le fait d'avoir un binôme présent quand on a une question, d'aller le voir, de pouvoir discuter, ou même de sortir, que ce soit pour manger ou juste boire un café en fin de journée, discuter quelques minutes, ces moments-là sont extrêmement précieux parce qu'ils permettent une décharge émotionnelle un petit peu des difficultés et d'une sorte de parler vrai, où on peut véritablement échanger de personne à personne, hors posture. Et ce qui permet de faire avancer un petit peu le schmilblick. Alors, Donc là, le souci que l'on a, c'est que du coup, ce désengagement, pour en revenir à ta question, fait que les gens ont leur mission et la charge ne change pas. Le nombre de personnes qui s'en occupent est réduite, mais ils essayent de faire front sur tout front, parce qu'il n'est pas question d'abandonner les salariés. Donc, il y a une espèce d'usure qui s'installe et de ressentiment qui s'installe auprès de ceux qui ne font pas assez parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce que X, Y, mais qui fait que ça induit ensuite des tensions au sein du groupe. alors, on va y venir aux Tu tensions. disais? On va y venir aux tensions, Charles, et simplement, tu parles de charge. On est dans un contexte à France Terre d'Asile où il y a une dizaine d'enquêtes paritaires qui ont été menées depuis 2023 pour des histoires de harcèlement entre salariés, pour des histoires de situations de travail dégradées, de risques graves, etc. Et ça, c'est du travail, ben voilà, comme tu parles de représenter les salariés, de protéger les salariés, c'est du travail qui ça dit bien ce que ça veut dire, une enquête paritaire, c'est que vous êtes dedans. Et c'est du temps, à nouveau, pour adresser ces sujets. Et donc, c'est une charge de plus, on est bien d'accord. Ah oui, c'est clair. Mais sur une centaine de sites que nous avons, sur 3 ans, bon, on va dire que ça fait une moyenne à peu près de 4 enquêtes paritaires par an. Bon, ce qui n'est pas, somme toute, très étonnant. On a des établissements qui vont de 4 à 5 personnes jusqu'à 80 personnes, réparties sur l'ensemble de la France, donc avec également les problématiques de communication avec la direction centrale, donc des gens qui sont un petit peu en autonomie, se débrouillent comme ils peuvent. Là, ce qu'on a constaté, on a fait le bilan HACT récemment. Il s'avère qu'en fait, un des syndicats, le syndicat en fait majoritaire en élus actifs, a contribué à 12 des 13 enquêtes paritaires qui ont eu lieu. Là où sur d'autres syndicats qui sont également représentatifs, on a eu une seule participation ou 2 participations aux enquêtes paritaires. Donc Alors, il y a effectivement ce sentiment de surcharge de travail. Ce sont toujours les mêmes qui y vont, toujours les mêmes qui vont aller représenter les salariés lors d'entretiens disciplinaires, par exemple. Et ça, c'est une véritable difficulté. Alors, on y vient aux difficultés et comment ça se traduit. Dans le CSE, tu pourras mieux le dire, mais il y a une grosse partie des élus qui ont eu en arrêt de travail, en mi-temps thérapeutique pour une santé, Oui, une santé mentale dégradée parce que en prenant l'impression de tous les côtés, ça devenait invivable. Parce que en plus, tu parlais de posture entre syndicats.
ça se passe pas forcément bien, il y a les élections, ça se frite, ça se tape dedans, avec les effets collatéraux que ça a. Parce que je donne un exemple, toi, par exemple, en tant que secrétaire, quand tu refuses à une élue qui te demande une formation syndicale sur le budget de fonctionnement, que tu la refuses en disant que c'est le CSE que le CSE n'a pas financé une formation syndicale pour un syndicat propre, ben ça commence, ça monte dans les tours. On est bien dans les postures, c'est des choses qui pourraient se régler. Toujours est-il, toi, tu as été en premier lieu, enfin pas en premier lieu, mais tu fais parmi des personnes exposées. Si tu peux en parler, ça t'a conduit à un arrêt. Ça t'a conduit à consulter une psychologue pour un accompagnement pour pouvoir prendre du recul sur la situation. Donc la situation, elle est super compliquée dans le CSE. Oui. Je dirais que l'une des sources de cette problématique relève de la confusion entre le rôle et les missions d'élus et le rôle et missions syndicales. Et je pense que la situation géographique y a contribué, c'est-à-dire qu'on avait un seul local mixte, CSE syndicat. Là, maintenant, on a enfin des bureaux syndicaux, mais il y a une réelle confusion, un manque aussi de formation et de culture, je pense, où il y a un véritable mélange. C'est-à-dire que l'élu qui m'a demandé une formation de DS cadre, clairement, l'a fait en toute bonne foi. Enfin, il y avait une méconnaissance du fonctionnement du CSE, a été très surprise et n'a pas compris que je m'y oppose en disant mais le CSE ne peut pas financer une formation syndicale pour réserver à des adhérents d'un seul syndicat, c'est pas possible. Donc, ça crée toutes sortes de problèmes. On le voit également sur des accompagnements où des salariés nous ont rapporté qu'on leur avait demandé d'adhérer à un syndicat avant même l'entretien disciplinaire. Et je suis convaincu que c'est pas fait méchamment, c'est juste une méconnaissance de l'éthique de l'accompagnement. Mais bon, ça c'est la trace de difficultés sur des postures également où on va se retrouver, où ça va clasher sur des points pour des positionnements, je vais dire politiques, alors qu'on est sur vraiment des missions d'élus uniquement pour notre association. Donc là-dessus, ce sont de réelles difficultés. Quelle solution est-ce qu'on peut trouver là-dessus? Bon, nous avons proposé déjà d'établir un budget syndical qui puisse être en partie financé par l'employeur, de sorte à dissocier le budget du CSE du budget des syndicats, qui puisse avoir une enveloppe de fonctionnement. Et après, s'ils veulent faire des tracts, s'ils veulent faire des formations, s'ils veulent acheter des goodies, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent décorer leur bureau, grand bien leur fasse, mais c'est distinct du CSE. Moi, je trouve que l'intérêt de ce budget également, c'est de contraindre les sections à avoir un compte bancaire, donc avoir une organisation propre qui les contraigne comment dire, à s'organiser réellement et à utiliser leurs locaux, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans leur mission syndicale. Le troisième effet, c'est qu'à partir du moment où il y a ne serait-ce que 1 000 ou 2 000 euros, je crois que ça crée un attrait pour les syndicats dans le lien qu'ils ont avec leur section. Puisque sur des formations, s'ils veulent faire des formations, bah, ils vont pouvoir récupérer une partie de ce budget et automatiquement, il va y avoir un rapprochement. Donc, ce rapprochement, pour moi, il est propice à une meilleure culture, une meilleure formation, une clarification des rôles déjà. Ouais. Si on parvenait à distinguer ces deux choses, il y aurait déjà un énorme progrès chez nous, je pense. Super. Merci Charles. Est-ce que tu peux nous parler, parce que tu as été exposé, tu as pris cher sur ces Ah tensions, oui, il y a etc. tout le volet, oui. Ça se paye. Oui. Et Alors, j'ai oublié de répondre effectivement à ce volet-là qui est très Non, mais c'est important. intéressant. Excuse-moi. Vas-y. C'est effectivement déjà au bureau, sur les 4 membres élus du bureau, il y a pour 6 mois de ça, nous étions 3 en temps partiel thérapeutique, en lien direct avec nos mandats d'élus. C'est-à-dire que ça a atteint ce niveau-là de RPS pour nous, que l'on n'a pas su traiter.
Donc, on est en train de se débattre avec ça, avec des conflits internes entre personnes, avec tous les problèmes de confiance qui peuvent se poser, bien évidemment. Et donc, avec un ralentissement du fonctionnement du CSE et d'efficience du CSE, puisque ce sont des choses qui prennent beaucoup d'énergie, qui démotivent les gens également, qui créent des barrières de communication, de compréhension, ça devient très compliqué. On a une organisation syndicale qui a décidé, il y a maintenant 1 an, de ne plus préparer en intersyndical, parce que jusque-là, on nous faisait toutes nos préparatoires de CSE se faisait en commun. Donc tous les syndicats étaient présents, on préparait ensemble la journée du lendemain, on se mettait d'accord sur qui prenait quel point, qui faisait quoi, et le lendemain, on présentait. Un des syndicats s'est dissocié de ça, s'est retiré complètement du truc, et donc on se retrouve avec des difficultés telles que lorsqu'on a un avis CSE à présenter, il y a un groupe de 3 syndicats qui travaillent ensemble, et qui, au moment de présenter, ne sait pas si l'autre syndicat va présenter son propre avis, un contre-avis, va avoir des objections. Il y a plus de communication, il y a une véritable rupture de ce point de vue-là. Ok. Donc, dessus, sur les risques RPS, on est en mode plus, et ce qui a déclenché, et c'était un petit peu l'une des questions que tu voulais me poser, ce qui a déclenché la demande d'une médiation. Parce que face à des risques RPS, comment est-ce qu'on fait? Ben, il faut en parler, il faut remédier au problème. Alors, au départ, il y a 1 an, lorsque ça a commencé à exploser vraiment au niveau des coutures, ça a commencé à partir en clash. Il y a eu une proposition de médiation interne qui a d'abord été refusée, je pense, parce que les gens n'étaient pas prêts. Ensuite, une contre-demande qui a été faite en interne, mais les personnes n'ont pas voulu s'engager parce qu'ils avaient peur de se retrouver dans un conflit de loyauté ou d'être accusés d'être partiaux, de choisir un camp contre l'autre. Donc personne n'a pu avancer là-dessus. Et du coup, on n'a pas pu trouver de médiateur pour établir une communication entre nous et poser les choses à plat et discuter. On est resté chacun dans son coin sans trop se parler. Et la situation a dégénéré au point qu'un syndicat, en décembre, a décidé de saisir l'employeur en lui disant, en invoquant son obligation de soins et de sécurité des personnes, en disant, bon, bah voilà, il y a des risques RPS avérés, des dysfonctionnements au sein du CSE, vous devez intervenir pour une médiation. Et là, l'employeur était bien embêté, puisque effectivement, il a une obligation vis-à-vis des salariés, mais le CSE est une organisation indépendante et autonome, dissociée de l'employeur. Donc, il court le risque en même temps, s'il rentre dans le fonctionnement du CSE et il part sur un mode enquête, il court le risque quand même d'un délit d'entrave du droit des élus. Et là, on est sur une situation qui est totalement inédite, puisque il n'y a rien de prévu. On en retourne à la question, qui s'occupe des élus? J'avais demandé dès 2023, et on a obtenu sans difficulté de la part de l'employeur, d'établir un DUERP pour le CSE. On s'est heurté à 2 problématiques. D'une part, j'étais le seul véritablement intéressé par l'établissement du DUERP. Il n'y avait pas vraiment de volontaires autour pour travailler dessus, parce que je suis fan du DUERP, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, Rapidement, malheureusement. Charles, parce que le temps en cours. Non, non, Oui, simplement, je me permets d'intervenir parce que le compte, l'heure tourne et le compteur tourne. Frédéric OK, est. très Non, bien. mais le DRP, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai partagé le lien. On avait fait, c'était là, à cette occasion-là, d'ailleurs, que tu intervenais. Donc, je le mets. Il y a, là, dans le lien que je viens de vous mettre, vous avez l'exemple de West France où un DURP a été mis en place et qui intègre dans le DURP les élus comme communauté autonome de travail exposés à des risques spécifiques, et vous avez le lien. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais Je termine vite fait sur le DUERP quand même, parce ouais. que je pense que c'est l'une des issues. On n'a pas réussi à le mettre en œuvre, parce que, comme le disait Fanny plus tôt, la première solution pour adresser des RPS, c'est qu'il faut pouvoir les identifier et pouvoir les nommer. C'est absolument essentiel. Or, le DUERP est un outil qui permet ce genre de choses, de mettre les choses à plat de manière objective. Donc là, j'espère qu'à l'issue de ce conflit interne que nous avons, ça débouchera sur la mise en œuvre du DUERP. Le problème que l'on a actuellement,
c'est que du coup, en l'absence de médiation interne que nous a demandé l'employeur de faire, il dit, moi, je n'ai pas à mettre mon nez dedans, faites votre médiation interne et si vous n'y arrivez pas, bon, bah, effectivement, j'irai chercher quelqu'un pour faire une médiation externe. Le problème, c'est que maintenant, nous nous retrouvons avec des personnes mandatées, payées, rémunérées, missionnées par l'employeur pour régler des problèmes à l'interne du CSE avec des accusations croisées entre élus. Et là, on est complètement hors sol. Enfin, je veux dire, il y a plus de cadre d'organisation là-dessus. Je pense que l'une des solutions les plus simples à terme va être de saisir l'inspection du travail, qui est un interlocuteur qui peut intervenir au sein du CSE. Mais moi, cette médiation, j'ai eu un petit souci avec, parce que je n'ai pas eu de garantie écrite de la part des médiatrices de leur indépendance, de leur neutralité, du cadre des missions dans lesquelles elles se situent vis-à-vis de nous. Je n'ai pas trop de doutes sur la bonne intention de l'employeur, mais sur le principe, je ne peux pas admettre que des personnes missionnées par l'employeur viennent enquêter en quelque sorte et faire une sorte de médiation au sein même du CSE. Ça ne tient pas la route. Donc, moi, j'ai demandé des gages que je n'ai pas obtenus. Donc, je suis très embêté parce que sur le plan personnel, je fais partie des personnes qui sont mises en accusation, bien évidemment. J'aurais bien aimé pouvoir participer à cette médiation, donner mon point de vue et expliquer comment se sont passées les choses depuis ma position. Mais d'un autre côté, je ne peux pas admettre que le CSE perde son autonomie, son indépendance et ouvrir la porte à ce genre de pratiques sans des garanties. Il aurait fallu à l'origine que l'on prenne en main cette équipe de médiation et que le CSE la prenne en charge pleinement, y compris financièrement, et les rémunère, de sorte à ce que nous soyons clients et que ça se passe chez nous. Ça n'a pas été possible parce que le montant demandée par l'équipe de médiation est trop importante par rapport à notre budget de fonctionnement. Donc, on y a renoncé. Merci, Et donc, on est dans cette situation un petit peu bloquée. Voilà. Merci Charles. Merci Charles de ce témoignage vraiment. Et je précise que soit ce que tu demandes, et c'est pour ça que tu refuses la médiation, tu demandes simplement l'accès à la lettre de mission. Et ça, on te le refuse. C'est ça, hein, rapidement, hein, c'est ça. Oui, puis, je demande à faire confiance, à avoir des garanties, que je puisse faire confiance à ces personnes, que ce qui va se dire et se faire va rester au sein du CSE et que ça va être que pour nous, pas pour l'employeur. Ouais. Or, je ne les ai pas, donc je suis obligé de refuser. Entendu. Super témoignage. Merci à toi à nouveau. Merci. Témoignage fort riche également. Merci à toi, Charles. Peut-être Fanny, peut-être un rebond par rapport à ce que tu as déjà entendu. Et avant de passer, Frédéric, tu vas avoir ton temps. Et je vous propose d'ores et déjà, je vous prépare. Je pense que ça vaut le coup. J'espère que Nathalie, on peut dépasser de 10 minutes, Nathalie, Fanny? Ok, exceptionnellement, enfin souvent on déborde un petit peu, mais je pense que le sujet mérite et que si dans la salle vous êtes ok, on rajoute, on aille jusqu'à 40 maxi, ok? Donc à toi Fanny, peut-être par rapport à ce que tu as écouté. Ton micro. Voilà, pardon. 3 aspects qui ressortent, qui sont importants. Témoignage vraiment éloquent, Charles, merci beaucoup. Le premier aspect sur l'identification des facteurs de risque psychosociaux, effectivement, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas le traiter. De quelque façon que ce soit dans le conseil, dans l'accompagnement, en formation, etc. On ne peut pas ne pas faire une première phase d'identification. Donc ça, c'est un aspect indispensable. Deuxième aspect, c'est sur les conséquences psychologiques j'allais dire du job d'IRP. À un moment donné, ça peut coûter cher. Il y a la charge, il y a l'isolement. Là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs de RPS qui sont en cause et qui rendent qui créent des conséquences très, très dévastatrices. Donc, effectivement, moi, je prône pour un accompagnement spécifique proposé aux représentants du personnel. Alors, je ne sais pas si ça doit être à la charge de l'employeur ou à la charge du syndicat, mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Et ça allait sur mon troisième point, c'est effectivement les moyens qui sont alloués
aux représentants du personnel, les représentants du personnel n'ont pas les moyens par eux-mêmes de demander d'avoir un suivi, de se payer un suivi psychologique, par exemple. Donc ça pose des questions intéressantes. Donc, 3 aspects vraiment très, très riches dans l'intervention de Charles que j'ai pu retenir. En tout cas, merci. Merci à Alors, toi, je me Fanny. permets juste, tu Ouais. sais, il y a un élément dont je n'ai pas parlé très très rapidement sur le DUERP qui pose de vraies questions parce que lorsqu'on prend en charge un DUERP pour IRP, qui se charge d'évaluer? Qui fait le plan d'action? Qui fait quoi? Et là-dessus, on est sur un flou institutionnel. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais concerné avec des accusations qui étaient portées contre moi. Je suis secrétaire du CSE, donc naturellement, on aurait dit peut-être que c'est à moi de m'occuper du DUERP, mais si je suis concerné, je ne peux plus. Donc à qui je m'adresse? Je m'adresse à l'employeur, mais c'est pas question, on est une institution autonome. Comment est-ce qu'on fait? Là, on a des vraies questions, des vrais sujets de progression à faire sur le statut du CSE en tant qu'institution indépendante, je pense. Pardon. Claire, ouais. Merci Charles de ce rebond. Nathalie, si tu veux rebondir par rapport à ce que tu entends avant que je passe à la parole à Frédéric, peut-être rapidement, non? Je partage la complexité et la sensibilité du sujet. Je pense que la situation, effectivement, n'est vraiment pas facile et qu'il faudrait pouvoir faire confiance à l'employeur pour pouvoir… je pense que cette médiation, je pense qu'elle part d'une très bonne idée. Normalement, les personnes qui sont formées à la médiation travaillent en toute confidentialité. Et donc, après, c'est le sujet de la confiance. Parce que c'est un processus dans lequel on doit s'inscrire à 100%. On ne va pas sur la pointe des pieds, on n'entre pas dans un processus de médiation sur la pointe des pieds. On s'y engage complètement, sinon ça ne fonctionne pas. Mais pour ça, il faut effectivement pouvoir y aller en confiance. Donc là, moi, ce que j'entends aussi, au-delà des démêlés, j'ai envie de dire, juridiques et de l'indépendance nécessaire du CSE, c'est aussi un sujet de confiance. Merci Nathalie. À toi la parole, Pour moi, ce Frédéric. n'est pas un problème de confiance. Non. Excuse-moi. Je ne pense pas que ce soit un problème de confiance. J'ai confiance en notre employeur. Le problème, il est sur le principe de base d'autoriser un employeur à venir au sein du CSE. Et venir faire une enquête comme ça, ce n'est pas possible. Enfin, je crois qu'il y a un vrai problème de fond. Moi, mon problème, il est là. Ce n'est pas la confiance vis-à-vis de l'employeur, c'est sur le principe même que l'employeur puisse mettre quelque chose au sein du CSE des syndicats pour examiner comment il fonctionne et relever un questionnaire. C'est pas possible, c'est pas entendable. Pardon, excuse-moi, hein, Frédéric. Non, pas de problème. Merci Charles. Il y a Cyril qui partage un retour là sur une médiation faite par l'ANACT et que ça a permis que la situation aille mieux. Frédéric, tu as été patient, tu as écouté. Merci à toi. Tu vas avoir le temps d'exprimer, peut-être justement, d'avoir écouté tout ça, peut-être que ça va nourrir peut-être ton intervention. Donc, je rappelle, tu es sociologue au CNAM, tu portes un projet syndicaire qui est vraiment sur le sujet qu'on a adressé ce matin. Si tu peux nous présenter ce qu'est syndicaire et comment résonne un peu ce que tu as écouté ce matin, ça peut être vraiment intéressant de t'écouter à toi. Oui, merci beaucoup. Alors, j'espère que la connexion va bien passer, puisque je suis à l'hôtel là, en direct du congrès confédéral CFDT de Bordeaux, où ce sujet est présent. Hein. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais ce sujet fait partie des points de vigilance. Ça avait été le cas déjà au congrès de Lyon de façon beaucoup plus spectaculaire, donc il y a 4 ans. Ça continue d'être un sujet aujourd'hui, donc on voit que le rendez-vous de ce matin est complètement au cœur de l'actualité. Et le temps passe très vite à vous écouter. Hein. C'est à la fois extrêmement enrichissant et très frustrant de ne pas s'accorder beaucoup plus de temps. Mais je crois que ça fait partie du problème, de manquer de temps pour tout faire. Et d'être un peu frustré tout le temps de ne pas pouvoir s'accorder plus de temps. Alors, effectivement, tu l'as dit, Rodolphe, moi je suis chercheur universitaire, spécialiste des questions de relations professionnelles et de syndicalisme. Et en fait,
on l'a vu ce matin, hein, la question des RPS, des représentants des salariés, des élus, c'est un sujet qui est complexe, qui est sensible, qui aborde vraiment un nombre très important de dimensions, hein. On a parlé d'émotions, on a parlé des relations interpersonnelles, relations humaines, relations aussi entre des instances. On a parlé de dispositifs, de cadre légal, des acteurs du territoire. On a cité l'inspection du travail, peut-être la médecine du travail, je ne sais plus si on l'a cité. Mais en tout cas, on voit voilà, que ça touche vraiment à toutes les dimensions et c'est un sujet aussi extrêmement important du point de vue de la démocratie sociale. Et ça, c'est un aspect qui a attiré notre attention du côté des chercheurs et des chercheuses en sociologie des relations professionnelles, en sciences politiques, qui sommes intéressés en fait aux enjeux de relations professionnelles et aux questions syndicales et qui avons constaté, exactement comme vous, hein, une forme de dégradation assez généralisée et même alarmante, hein, des conditions d'exercice des mandats. Alors, à la suite des ordonnances de 2017, à la suite de la réforme des instances, on peut remonter à 2008 avec les nouvelles règles de mesure de la représentativité. Ça a été évoqué dans le chat aussi, hein. Est-ce que ça implique aussi en termes de conséquences sur les relations inter-organisations, sur l'incertitude par rapport au mandat, sur la place qu'occupe la question des élections et de la mesure des résultats dans le quotidien en fait des élus et des représentants syndicaux. Donc, que l'on remonte à 2008, mais plus certainement à la fin des années 2010, au début des années 2020, il y a quand même ce constat qui nous saute aux yeux que la situation a beaucoup changé et qu'elle a changé au point de venir fragiliser ou mettre en danger la santé de certains élus du personnel. Et c'est ça qui va attirer notre attention et qui va motiver ou justifier le fait qu'on s'engage dans un projet de recherche pour essayer d'apporter notre contribution, exactement comme ce que fait Rodolphe et Miroir Social et ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le sujet, de partager des réflexions, des expériences, je pense qu'on est tous alignés là-dessus ce matin, hein, essayer de mieux prévenir ces risques psychosociaux et ces atteintes à la santé liées à l'exercice d'un mandat, parce que je pense qu'on est aussi toutes et tous très attachés à la démocratie sociale et à son bon fonctionnement. Alors, je reprenais un peu des notes en vous écoutant, juste pour repositionner deux, trois idées. Je ne vais pas être trop long, hein, mais en France, pour vous rappeler, hein, le ministère du Travail, la DARES, estime qu'il y a environ 600 000 salariés dans des entreprises privées, hein, des établissements privés de plus de 10 salariés qui exercent un mandat d'élu ou de délégué syndical. Donc, c'est massif. Ça veut dire, ce que disait Rodolphe en introduction, c'est un sujet majeur. C'est un sujet qui concerne potentiellement 600 000 salariés qui ont fait le choix de s'engager dans la représentation collective du personnel. Et donc, ces 600 000 personnes, ce sont des hommes, des femmes, des nouveaux, on en a parlé, hein, c'est des primos élus ou des personnes qui ont plus d'expérience, c'est des ouvriers, des cadres, des salariés de petites entreprises ou de grandes entreprises. Donc, il y a une énorme variété. Finalement, toute la variété de notre système productif et de notre monde du travail se retrouve de près ou de loin dans ces 600 000 salariés, ce qui pose du coup des défis finalement pour bien comprendre quelles sont peut-être les populations qui sont surexposées, quelles sont les situations les plus à risque, quelles sont les configurations qui surexposent. Alors, on a parlé PSE, on a parlé réorganisation, on a parlé privatisation, mise en concurrence. Donc, on a parlé aussi crise dans des collectifs. Évidemment, il y a des situations qui surexposent aux risques. Il y a aussi probablement des populations qui sont surexposées. On pense évidemment probablement aux femmes, on pense aux personnes racisées en situation de handicap qui peuvent être surexposées aux risques psychosociaux. Mais en tout cas, c'est des hypothèses que nous, on a envie de tester dans ce projet syndicaire. Alors, le projet syndicaire, c'est quoi? Je terminerai presque là-dessus, hein. C'est un projet qui réunit une dizaine d'universitaires, une dizaine de chercheurs et de chercheuses, et qui a pour ambition d'essayer d'aider à mieux comprendre ces phénomènes d'atteinte à la santé lorsque on prend un mandat,
Et pour atteindre cette ambition, on a voulu comparer les situations dans 3 pays différents pour essayer d'éviter finalement des explications peut-être trop franco-françaises en disant bon, ben, effectivement, on a un taux de syndicalisation qui est très faible historiquement, on a une histoire sociale qui est très particulière, on a un taux de couverture, la couverture conventionnelle et l'extension des accords, etc. Donc, pour éviter d'avoir des explications trop liées à la situation franco-française, on a voulu comparer avec la situation québécoise et la situation en Grande-Bretagne pour voir finalement si au-delà des cadres nationaux et des histoires nationales, il existait des expériences partagées ou des risques partagés en termes de santé de RPS quand on est représentant du personnel, représentant des salariés. Alors c'est un défi hein, de faire de la comparaison internationale sur ces sujets-là, mais voilà, on a envie de contribuer en travaillant sur ces aspects-là. Pour essayer de traiter le sujet, on a aussi eu l'ambition de comparer des secteurs différents en partant de l'hypothèse qu'il peut y avoir des cultures de représentation collective. Tout à l'heure, Charles parlait, il me semble, de super-héros, enfin voilà, des figures ou des normes d'engagement qui vont être différentes selon que les secteurs s'inscrivent plutôt dans une tradition industrielle, masculine, ou au contraire dans des univers qui vont être plus relationnels, féminisés. Alors, est-ce que ce sont les mêmes risques? Est-ce qu'il y a des expositions qui vont être différentes? Donc, ça, c'est vraiment le projet dans lequel on s'est engagé. On s'est engagé depuis un peu plus d'un an. On a vraiment commencé les grosses campagnes d'entretien, puisque c'est beaucoup par entretien à partir du début d'année 2026. Donc, on est vraiment au démarrage de notre recherche, même si nos réflexions ont évidemment commencé un peu avant. Et puis, notre horizon, c'est 2028-2030. Voilà, on va intégrer aussi la Belgique à notre échantillon de pays. Donc, beaucoup d'ambition, mais on espère voilà, apporter notre contribution d'universitaires et de chercheurs et de chercheuses à cet enjeu qui nous semble être un enjeu aujourd'hui essentiel et sur lequel repose, je pense, et nous pensons, la vitalité de la démocratie sociale. Alors, on a parlé PSE, dans le projet syndicaire, il y a des études qui sont complémentaires à ce grand projet comparatif international. Et je pense notamment à une étude qui est commandée par l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, sur les RPS dans la situation spécifique des PSE. Et là, j'en profite, si elle est toujours avec nous, pour saluer Carole Copin, qui est une ancienne élève du master GRH et sociologie du CNAM, qui a fait un magnifique mémoire sur le sujet et qui nous accompagne dans cette étude IRES sur l'analyse des risques psychosociaux dans les plans de sauvegarde de l'emploi et les plans de licenciement. Et puis aussi une étude ARACT sur laquelle on s'est engagé en partenariat ARACT Nouvelle-Aquitaine, pardon, pour établir un état des lieux, un diagnostic du dialogue social en Nouvelle-Aquitaine, et qui aborde aussi ce sujet-là du point de vue du territoire, c'est-à-dire comment l'environnement, comment les acteurs du territoire peuvent aussi être des ressources, on en parlait hein, dans les interventions précédentes, peuvent être des ressources pour l'exercice des mandats et comment ces acteurs du territoire appréhendent ce sujet de la santé et des risques psychosociaux chez les élus. Donc beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Rendez-vous si on est réinvité par Rodolphe à l'avenir peut-être pour vous partager davantage des résultats. Mais en tout cas, voilà un grand projet avec plusieurs ramifications qui, je l'espère, vont nous aider collectivement à mieux comprendre le phénomène. En plus, évidemment, des témoignages de ce matin, mais voilà, on veut apporter notre pierre, on espère qu'on pourra y contribuer. Donc voilà, je ne vais pas être plus long parce que si on veut un peu de discussion, je merci. Merci Frédéric. Le sujet, alors, mais quand même, je me permets même, mais par contre, ta réponse est rapide. Mais par contre, quand on a cadré, il y a un point que tu as soulevé, je trouvais intéressant, c'est en toile de fond, c'est la capacité des élus, des mandatés à s'organiser, à organiser le travail.
pour justement être plus à l'aise, rendre compte, j'ai une autonomie, mais je dois rendre compte, enfin, je ne suis pas un électron libre, etc. Comment on organise le travail mi-temps? On va parler, entre guillemets, de professionnalisation, ce qui peut faire sauter certains militants syndicaux. Toi, tu me disais que déjà dans les premiers retours que tu vois, enfin, déjà vous constatez effectivement le phénomène à l'œuvre des tensions, des conflits, etc. Et ce que ça génère. Et tu vois des formes, et tu me disais, il y a des formes il y a quelque part une forme de reproduction des formes de domination. Et quelque part, alors je vais essayer d'être clair, mais si les OS, les CSE, les élus vont dans une logique de professionnalisation, d'organisation, dans quelle mesure, en fait, ils vont reproduire le truc qui prévaut dans le travail réel, en dehors du mandat. Je ne sais pas si je suis clair, mais à toi. Oui, alors, c'est une hypothèse, en fait, qu'on s'est posée dès le début de nos travaux, en se demandant dans quelle mesure, finalement, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire les réformes successives qui ont transformé alors, c'était intéressant, alors on a parlé de job syndical, de travail syndical, et justement, comment ces réformes, elles ont contribué à transformer le contenu et les attentes dans la représentation collective du personnel. Alors, ce que disent les études sur les évaluations des ordonnances, c'est qu'effectivement, il y a une complexification de l'exercice des mandats, une diminution des ressources. Donc, on imagine, et ce que disait Charles aussi, c'est que ça demande pour les élus de plus en plus de compétences, de plus en plus d'investissements, de plus en plus de mobilisation. Et du coup, l'hypothèse qu'on posait, c'était de se demander dans quelle mesure le travail syndical ne devenait pas un travail comme un autre. Et, la professionnalisation, c'est finalement se former, s'outiller, devenir un professionnel de la représentation collective. Alors, ça a plein de vertus d'être professionnel. Ça évite les errements de l'amateurisme, ça évite peut-être justement les émotions et davantage de rationalité, être mieux organisé. C'est pas nouveau. Dans le cadre de nos travaux, j'avais trouvé une archive des années 60 dans les fonds de la CFDT, où Alain Wissner, donc un des fondateurs de l'ergonomie, intervenait pour proposer des outils de professionnalisation des mandats des permanents. L'idée, étant qu'il faut mieux on est organisé, plus on est protégé, quoi. Mieux on est équipé, plus on est protégé. On a parlé d'outils, etc. Cependant, on se posait la question de savoir dans quelle mesure faire du mandat syndical ou de la représentation collective un travail comme un autre n'exposait pas les élus aux pathologies du travail classique. C'est-à-dire que il y a moins de distance entre l'engagement militant syndical et le travail classique. Et donc, les pathologies et les RPS qu'on voyait dans le monde du travail et qu'on connaît dans le monde du travail s'exprimeraient dorénavant dans le monde syndical, alors qu'auparavant, le monde syndical pouvait être préservé, ou voire même pouvait être une solution pour éviter les problèmes de santé ou de souffrance ou de RPS liés au travail. On ne sait pas encore si c'est vraiment le cas. On ne sait pas dans quelle mesure la professionnalisation est une solution ou un problème, mais ça nous pose beaucoup de questions. Voilà. On dit au prochain épisode. Ouais, prochain épisode. Merci à toi. Alors, on va pas avoir le temps de faire un tour de parole. Excusez-moi, Nathalie et Charles. Et par contre, Fanny, c'est grâce à toi, à IAPR, que se porte cette rencontre. Donc, à toi le mot de conclusion, synthèse par rapport à tout ce qui est fait. Vas-y. Wow, quelle lourde charge. J'ai trouvé, merci Frédéric pour l'apport que vous avez fait et cette question de la professionnalisation. Alors moi, je me disais peut-être que, je fais le lien aussi avec le sondage, peut-être que la professionnalisation, ça va mettre le niveau de RPS des élus au niveau des salariés, ce qui ferait baisser peut-être de 15 à 20 points le niveau de RPS si on se base sur certains baromètres. Donc,
peut-être que ça peut être une bonne chose. La difficulté, c'est toujours la même. C'est même sans professionnalisation, il y a toujours un niveau de formation, je pense, qui est indispensable pour ces fonctions et que la formation ne porte pas forcément sur le travail invisible que font les représentants du personnel. Et moi, je pense qu'une grosse partie, enfin, en tout cas, ce qui me préoccupe dans ce que j'entends des représentants, c'est tout le travail qu'ils font auprès de leurs collègues, les collègues qui les appellent à 3 heures du mat parce que ça ne va pas bien. Et des personnes qui décrochent leur téléphone pour ces situations-là parce qu'ils se disent moi, je ne veux pas retrouver mon collègue sur le carreau. Il y a une forte responsabilisation et une culpabilité par rapport à la question. Et du coup, moi, je me dis en tout cas, peut-être pas un syndicat professionnel, enfin un représentant du personnel 100% professionnel, mais en tout cas, il faut qu'il soit équipé. Ça, je crois que c'est un indispensable par rapport à tout ce qui a été dit. Équipé pour dialoguer, équipé pour échanger avec les gens, équipé pour gérer sa charge. Il y a quand même un professionnalisme à avoir dans la fonction qui protégerait probablement des RPS. Voilà ce que je peux en dire. Eh bien, écoute, merci beaucoup Fanny, merci à IAPR d'avoir porté cette rencontre. Merci Nathalie et merci Charles pour vos témoignages fort riches. Merci Frédéric d'avoir accepté la contrainte du temps. Voilà, merci pour votre participation dans la salle. J'espère que ça vous a donné des billes. Il y a quand même des échanges a priori. Merci de vos retours dans le chat. Vous allez recevoir la rediff tout de suite et la petite synthèse qui va vous arriver, qui vous sera adressée par mail. J'essaie de faire ça la semaine prochaine. Et donc, écoutez, je vous souhaite un bel été et travaillez bien au chaud. Et donc, en septembre, début septembre, on aura un premier direct sur le sujet des trajets professionnels et des risques professionnels liés aux trajets professionnels. Et c'est intéressant parce que ça soulève vraiment des questions d'organisation du travail majeures et environnementales également. Bref, un sujet fort riche également, comme tous les sujets qui parlent autour de travail et qu'on adresse régulièrement. Merci à vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vais couper. Bon congrès, Frédéric. Bonne journée. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. La bonne journée à vous. Je coupe.